Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Alain François. Je suis en charge des produits concernant la GED et la dématérialisation au sein d'Apogea. Du coup, Apogea, hein, ça regroupe deux sociétés, Axido pour la partie infrastructure et réseau, et Apogea pour la partie des logiciels de gestion et des outils qui vont avec. On est 12 agences en France. Moi, je fais partie de l'agence Paris-Est. Alors, pour les participants qui utilisent déjà Sedge ACS, vous pouvez mettre un petit oui dans le chat. Ça me donnera une idée un peu des personnes qui sont déjà au courant de des fonctionnalités du produit. Oui, n'hésitez pas à répondre par oui ou par non à la question d'Alain via le chat pour savoir si vous utilisez déjà Sedge automatisation comptable. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir un aperçu. Merci. Donc, cette automatisation comptable permet d'intégrer automatiquement vos factures, qu'elles soient parvenues par mail ou qu'elles soient intégrées par le biais d'un scanner, d'un photocopieur par exemple. Donc, quand on voit le chemin à l'écran de mon petit PowerPoint, comment la réception papier passe par un scan, ou la facture mail, par le mail, donc le PDF arrive au travers d'une adresse dédiée sur le serveur Sage ACS. Donc la procédure, c'est qu'effectivement, il y a une reconnaissance de caractère qui est faite par on va dire une intelligence artificielle de Sage ACS, qui va permettre à l'utilisateur qui est dédié à cette fonction de faire un contrôle métier, c'est-à-dire de vérifier que les informations qui ont été décryptées par ACS soient des bonnes informations, et pourquoi pas les rectifier. Il y a la vérification humaine donc, qui est faite. Et derrière, on peut mettre en place un circuit de validation qui, comme sur notre exemple simple, là, va permettre d'aller jusqu'au bon à payer qui sera intégré du coup, dans Sedge. Évidemment, hein, ce qui est intéressant en Sedge ACS, c'est le gain de temps, en fait, puisque là, il n'y a pas de saisie. Une fois l'OCR en fonction qui a décrypté les informations, derrière, on va pouvoir générer automatiquement les écritures. Il n'y a plus besoin de saisie à ce niveau-là. Parce que le bon côté de Sedge ACS, en fait, il y a plein de produits concurrents qui sont capables de dématérialiser. Là, c'est un produit qui est spécifique à Sedge. Donc, en fait, au travers de ce qu'on appelle les objets métiers, il y a une synchronisation qui est faite entre vos données sur vos serveurs et les données de Sedge ACS qui se trouvent dans le cloud. Parce qu'en fait, Sedge ACS est hébergé sur des serveurs Azure, donc des serveurs Microsoft qui appartiennent à Sedge, qui sont des serveurs sécurisés, bien évidemment. Et du coup, il y a une synchronisation entre toutes les données Sedge et les données ACS qui se fait régulièrement dans la journée, ce qui permet de ne pas avoir à ressaisir dans ce produit ou intégrer à la main vos plans comptables. Ça, en fait, ça récupère tout, parce qu'on récupère les grilles de saisie, les plans analytiques, les modèles de saisie. Donc tout ça, c'est synchronisé directement, il n'y a pas de saisie particulière à faire. Alors en fait, la synchronisation de ces données, comme je vous le dis, se fait par le biais d'une console Sage qui va permettre de pouvoir synchroniser ces données en les planifiant à différentes heures dans la journée. Grosso modo, 4 fois, c'est pas mal dans la journée, et qui est, elle, installée une fois sur votre serveur ou sur vos bases de données. Donc il n'y a pas une grosse intervention technique à ce propos-là. Alors je vais vous faire voir l'interface de Sage ACS. Donc on est bien sur un monde web, donc là on utilise un navigateur pour s'y connecter, là, moi je suis sur Chrome, même si sur les autres navigateurs, et on retrouve cette interface où chaque utilisateur va pouvoir, aura une interface un peu différente, puisque ces différents carrés qu'on voit là, on peut imaginer que c'est des bannettes qui se trouvent sur votre bureau, et quelqu'un qui n'a juste que la phase de validation du document n'aura pas accès à la banette comptabilité, parce que c'est pas son job. Donc, chaque utilisateur a un profil particulier. On peut faire évidemment du multi-société avec Sedge ACS. Là, c'est pas mon cas, j'ai qu'une société, c'est Bijou, la société test de Sedge. Et quand on met le multi-société complètement intégré, donc on pourra avoir plusieurs entreprises à gérer sur Sedge ACS avec chaque utilisateur qui aura
un rôle pour une ou plusieurs entreprises à définir au moment de la configuration. Donc là, on est sur un profil, hop, on va se mettre sur un profil comptable. Hop. Voilà. Christine, notre comptable. Donc, on va rentrer dans la bannette à comptabiliser. Là, c'est la bannette sur laquelle vous auriez vos documents papier, par exemple, qui seraient posés et vous devez comptabiliser au fur et à mesure. On va ajouter un document. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a plusieurs façons d'ajouter un document. C'est de directement rediriger un scanner vers Sage ACS ou une réception par mail avec une adresse que vous auriez pu diffuser à vos fournisseurs, par exemple. Ou alors, on peut ajouter un document manuellement, un ou plusieurs documents manuellement, directement de Sage ACS. Hop, on va ajouter une facture. Alors là, ce qui se passe, c'est que effectivement, la facture, le document d'envoi part de mon ordinateur, est redirigé sur le serveur Azure, et là, le CR va commencer à la traiter, ce qui peut durer pour un document de 2 à 3 minutes, le temps qu'il le récupère, qu'il le traite et qu'il l'intègre à CS. Donc, ce qu'on va faire, on va intégrer un document, et puis on va essayer de l'amener jusqu'au bon à payer pour qu'on ait fait à peu près le tour de toutes les options qu'on peut avoir sur ACS. Ici, sur notre menu principal, on a plusieurs choses. Donc, à comptabiliser, c'est la bannette, on vient de voir des documents qui viennent d'entrer, qui n'ont pas encore été comptabilisés. À valider, c'est si on a une vision de combien de documents sont en attente d'être validés par un valideur qui va permettre de mettre un tampon à payer dessus. À vérifier, c'est le valideur, il a trouvé que la facture n'était pas conforme, qu'il se passait quelque chose, donc il peut la mettre en litige avec une explication pour que la comptable puisse intervenir et corriger le problème. Alors si on rentre dedans, en attendant que notre petite facture arrive, on voit que effectivement, elle est arrivée notre facture. On voit que effectivement ici, il a trouvé quand même pas mal de choses. Il a vu que c'était un type facture parce que l'OCR a reconnu ce mot. Si c'était un avoir, il aurait reconnu le mot avoir. Il a reconnu des dates, on va vérifier si ces dates sont bonnes. Comme c'est une facture que j'ai déjà intégrée, il a reconnu le fournisseur, donc son code, et des montants. Les montants, effectivement, il va trouver plusieurs montants. Il va savoir déduire lui-même si la différence entre un montant TTC et un montant hors taxe, il donnera le montant de la TVA. Donc tout ça, en règle générale, il le trouve. Si on va plus bas ici, par exemple, on voit que ça, le fournisseur ne doit pas exister dans Sage, en tout cas, il ne l'a pas reconnu. Donc, il nous propose, à ce moment-là, de choisir, soit choisir un fournisseur, soit on choisit un fournisseur, soit on peut aussi ajouter un fournisseur directement de Sage ACS. Ça permet de ne pas avoir à sortir, de saisir son fournisseur dans Sage pour revenir et pour pouvoir relancer l'OCR, pour pouvoir lire, etc. Donc en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure avec les objets métiers, etc., on retrouve effectivement tout ce qu'on a comme information dans Sage. Donc la prochaine synchronisation, ce nouveau fournisseur sera intégré dans votre comptabilité. Alors on va rentrer sur notre facture. Hop. Allez. Du coup, lors de l'intégration d'une facture, il y a des choses qui peuvent manquer. Alors en fait, la première intégration d'une facture d'un fournisseur, je vous dis, il va reconnaître des dates, c'est évident. Il va reconnaître des montants, c'est évident. Par contre, effectivement, il va peut-être pas reconnaître le numéro de facture. Ça fait que, bon là, sur ce fournisseur-là, il a reconnu parce que j'en avais déjà intégré. Donc la première fois, on va peut-être être obligé de faire un copier-coller le numéro de facture
Et une fois qu'on l'aura fait sur ce fournisseur-là, ACS aura fait son apprentissage et sera géolocalisé le fait que le numéro de facture, c'est bien ces informations qui se trouvent là dans notre exemple, à côté de facture majuscule, N minuscule, numéro en gros. Et du coup, la prochaine fois, sur le même fournisseur, il saura la retrouver automatiquement. Donc, Sage ACS, il a un côté apprentissage qui est obligatoire les premiers temps, enfin les premières fois où on intègre des factures pour un fournisseur. Parce que par exemple, pour trouver là ici on a une référence, si chez le fournisseur la référence c'est toujours au même endroit, effectivement, bah, du coup il la proposera par défaut. Tout ce qu'il propose évidemment, c'est modifiable. Là du coup, on va changer les degrés, on va se mettre en bon à payer. On peut modifier notre journal s'il y a lieu. On peut modifier le type, est-ce que c'est une facture à en avoir, etc. Si on avait besoin de modifier, etc. Le mode de règlement, c'est pareil, c'est une option, on peut le configurer. Là, il s'est configuré comme ça. Il propose le mode de règlement par défaut du fournisseur, du tiers en fait, qui a été indiqué dans Sage. Pour les dates, là, il m'a trouvé une date au 31/12/2020, qui est a priori la date paiement du le, donc c'est pas la bonne date. Donc on va lui demander quelle date as-tu trouvé. Donc il a trouvé le 29/11 et le 31/12. Donc on va sélectionner la bonne date de facture. La prochaine fois, il saura que la date de facture se trouve bien à cet endroit-là. La date d'échéance, on va lui demander de la calculer automatiquement par rapport au mode de règlement, aux modalités de règlement qu'on a avec ce tiers. Je ne sais pas si vous avez des questions pour l'instant. Ah, je crois qu'il y a une question chez Yannick. Alors bonjour, pour un nouveau fournisseur, il crée en se calant à la suite des comptes déjà existants. Oui, bien sûr. Oui, il se crée à la suite des comptes déjà existants. Absolument. Par défaut. Alors du coup, ici on a pu vérifier du coup les informations, on va dire d'en-tête de la facture. Et là, il nous propose effectivement les totaux. Donc là, il a bien fait le distinguo entre l'hors taxe, la taxe et le TTC. Ici, en imaginant que parce que sur ce fournisseur-là, finalement, la facture propose du TTC, mais c'est un achat à l'étranger, je ne sais pas, on aura une taxe à zéro, il suffirait de lui indiquer. La prochaine fois qu'on serait devant ce fournisseur, il nous proposera une TVA à zéro que l'on pourrait corriger en disant non, on va reprendre ce coup-ci une TVA normale. Donc ça, c'est la proposition. J'ai une question, je vais y répondre. Oui, Alain. Oui. Non, mais du coup, tu vois les questions, la question de Marilyn Potin et de Véronique Thomas? Absolument, c'est ça. Alors de Véronique, de Marilyn, pardon. Oui, de Marilyn, j'ai répondu, oui, effectivement. Et du coup, là, pour Véronique, alors, pour la ref, non, c'est la référence, on va dire que c'est une information libre qui peut être, par exemple, si la référence, si sur le bon de livre, enfin sur la facture fournisseur, il vous donnait la référence de votre commande d'origine, vous pourriez l'indiquer à cet endroit. Donc, est-ce qu'on peut avoir plusieurs références? Oui, mais alors à ce moment-là, il faudra mettre un slash entre deux parce que ça serait sur la même ligne. Donc, on a vu que notre en-tête était correcte. Du coup, ici, on va pouvoir générer les lignes de notre facture. Il nous propose un modèle de saisie qu'on peut sélectionner. Ça, probablement, c'est parce que la dernière fois que j'ai utilisé, j'ai fait une démo sur Borlock, j'ai utilisé ce modèle de saisie-là. Du coup, il vous le propose après, en disant, par défaut, puisque c'est la dernière fois que vous avez intégré une facture pour ce fournisseur, je vais vous proposer ce type de modèle de saisie, qui est évidemment modifiable. Et du coup, on va générer les lignes. Et on voit en bas que l'application comptable, il nous a généré ces lignes qui vont donc, c'est ce qui va être intégré dans Sage automatiquement via la synchronisation. Donc,
nous, on a fait comment notre job de compta, on a vérifié que les informations étaient bonnes, on a généré les lignes de notre automatiquement de notre facture fournisseur. Bon, on va dire que maintenant, on peut le transmettre à notre valideur. Donc là, on va rentrer dans la phase du circuit de validation. C'est configurable. On voit ici qu'on a un champ qui s'appelle catégorie. Ce champ de catégorie, c'est de coup spécifique à cette automatisation comptable. On va le, on va on peut créer autant de catégories que l'on veut, et ces catégories vont permettre d'appliquer un circuit de validation différent. Par exemple, il peut y avoir un circuit de validation différent entre le bon à payer, ou alors sur quelque chose de spécifique sur les frais généraux. Là, il n'y a pas de valideur spécifique, c'est directement la comptable qui valide, etc. Donc ici, on peut choisir des catégories. Dans notre catégorie de documents, nous, pour la démo, on a un valideur, et le valideur, il est nommé, là c'est Vincent, le valideur, il est nommé dans notre catégorie document, mais on pourra avoir plusieurs valideurs et avoir le choix à cet endroit-là de quel valideur on va utiliser. On peut évidemment transmettre un commentaire en disant que je veux bien que la valide, mais vérifie quelque chose, donc le valideur aura accès à ce commentaire. On va cliquer sur envoyer. Et on voit que dans notre bannette, cette facture a disparu pour aller en validation. Alors on va aller jusqu'au bout du circuit, puis après on reviendra pour les détails de génération, de comptabilisation de ces factures, parce qu'effectivement sur ces factures, on peut aussi agir sur l'analytique déjà dès la comptabilité. On peut dire aussi qu'un valideur il puisse agir sur l'analytique aussi s'il y avait besoin. Alors j'ai une question de Marilyn qui me demande est-ce que c'est transmis par mail valideur? Alors non, c'est transmis dans sa bannette à lui. On va le faire tout de suite. Donc, je vais repasser sur un profil de valideur. Alors juste une petite aparté, se connecter en tant que l'on a là, c'est parce qu'il est possible de faire de la délégation. C'est-à-dire que en imaginant qu'il y ait une comptable et un valideur dans la société, lorsque la comptable est en congé, par exemple pour une semaine, il peut avoir lui une délégation sur son compte à elle, donc pas besoin d'échange de mots de passe, de choses comme ça. Il peut se déléguer et dire bah tiens, bah, du coup, je me fais passer pour ce qui permet d'avoir exactement les mêmes droits et accès que pour la comptable en elle-même. Alors Marilyn, oui, il faut effectivement que les valideurs ils aient alors, c'est pas une connexion Sedge, que les valideurs ils aient un compte déclaré sur ACS. Parce qu'en fait, la connexion Sedge, les utilisateurs qu'on va avoir sur ACS, donc sur la partie web, sont des utilisateurs qu'on va créer à part. Ce pas des utilisateurs Sedge du tout. Quand on recrée un utilisateur, on va lui donner des droits spécifiques, parce que sur ACS, on ne fait pas tout la compta. On fait de la facture entrante fournisseur, point. Donc du coup, en fait, on va créer un utilisateur, et cet utilisateur, on va lui donner un rôle. Et selon ce qu'on voyait tout à l'heure, la catégorie de documents qu'on utilise, ce rôle, il peut être sur certains documents d'avoir un rôle de compta, sur certains autres documents d'avoir un rôle de valideur, par exemple. Et du coup, tous les utilisateurs, on les crée à part de Sedge. Et pour la validation, évidemment, on est devant, c'est sur un navigateur Internet, mais il y a une possibilité aussi d'avoir, pour un valideur SOP, d'avoir accès sur une petite application sur le téléphone qui permet de dire tiens, vous avez 4 choses à valider, et ces 4 choses à valider, bah, du coup, il suffit sur l'application de les valider, d'aller jusqu'au bon à payer ou de les passer en litige s'il y a un litige avec cette facture. Ceci dit, on le regardera tout à l'heure, on peut, quand on crée un utilisateur, dire qu'à chaque fois qu'il y a des documents, ou une fois par jour, ou à chaque fois qu'il y a un document entrant, qu'on envoie un mail pour prévenir attention, vous avez des documents en attente. Je vous en prie, Marine. Du coup, là, on a notre facture qu'on a comptabilisée tout à l'heure, qui apparaît on va revenir sur le. Hop,
sur l'écran principal du valideur, il y a 4 factures à valider. Donc, et sur ces factures à valider, donc celle-ci, il va pouvoir faire sa propre vérification. On va laisser charger. Alors, comme je le disais tout à l'heure, chaque utilisateur a des rôles, et puis dans ce rôle, il y a des droits, ou au contraire des restrictions, de faire des choses. Là, par exemple, Vincent, lui, il a un rôle de valideur. Donc, pas de banette de comptabilité, il n'a pas à intervenir sur les écritures, rien. Par contre, il a un droit, là, c'est pour notre exemple, dans notre démo, il a un droit de modification d'une date d'échéance et d'un mode de règlement s'il le fallait. Il n'a pas tout à fait le même écran, on le voit bien, le valideur. Du coup, en fait, lui, ce qu'il peut voir, c'est le récapitulatif de la facture, c'est-à-dire tous les champs que nous avons indexés tout à l'heure. On a vérifié que les champs en en-tête de facture étaient bons, donc il voit son récapitulatif. Il voit les différents montants, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il a un œil aussi sur les écritures comptables qui ont été générées. Si tout à l'heure, effectivement, notre comptable avait écrit un commentaire, il aurait ce commentaire qui apparaît là, bien sûr. On peut ajouter des pièces jointes, type BL, tout ça, etc., qui viennent du coup se mettre dans Sage, enfin dans Sage, qui viennent se mettre dans ACS et qui sont visibles directement dans Sage. Je vous ferai voir tout à l'heure comment faire. Quelque chose de très intéressant, c'est la traçabilité. Parce que, effectivement, dans la dématérialisation de factures, on nous demande, le zéro papier n'existe pas vraiment parce que quand c'est un scan qui a été envoyé, il faut garder l'original parce qu'il est difficile de dire que ça n'a pas été modifié entre deux. Par contre, sur un échange purement numérique à numérique, ça permet ce qu'on appelle une piste d'audit fiable, de savoir exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu sur ce document, et prouver qu'il n'y a pas eu de modification de ce document à aucun moment. Donc on voit l'entrée du document, et ensuite ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé là, c'est des choses qui sont faites dans le logiciel, donc le document reste le document originel. On voit qu'il est en attente de validation par le valideur 1 Vincent. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une synchronisation, comme ça je vous ferai voir. Hop. Je vous ferai voir, on ne va pas la valider, comme ça je vous ferai voir que dans Sage, à quel stade elle se trouve avant la validation. Alors, il y a une notion de litige, parce qu'en fait, cette facture, il peut y avoir un problème dessus. Par exemple, effectivement, c'est sûr que c'était une bague en argent, etc. Donc, on peut effectivement faire un litige à vérifier. Donc, on va notifier le destinataire de ce litige. Dans notre cas, c'est notre comptable. On va lui dire, s'il te plaît, vérifie cette facture parce que j'ai un doute sur la véracité du matériel qu'on a reçu, par exemple. Donc, cette facture, elle va passer en litige. On va la regarder ensemble. Hop, il y a une facture en litige qui était déjà là. Donc, là, par exemple, sur cette facture, chez Bio, donc Vincent l'a mise en litige en disant vérifie le nombre de déplacements. Il y en a 10 et il n'est pas très sûr de cela. Donc, si on regarde ça, c'est son commentaire, hein, d'accord. Si on regarde le litige, c'est que, en fait, le descriptif a été indiqué comme comment vérifier quelque chose. Et ça, c'est comment la comptable, Christine, va pouvoir le voir dans sa banette, intervenir sur le problème, le litige qu'il y a, et dire effectivement, non, j'ai bien vérifié, c'est bien ce nombre de déplacements, ça va revenir en validation. Sauf qu'on verra toujours, et toujours pareil à cause de la traçabilité, là en entente de résolution, on verra dans la traçabilité que Christine est intervenue, pourquoi elle est intervenue, sa réponse, et qui permet au valideur de valider ou pas la facture. Alors on va regarder sur celle, je pense que ma synchronisation est finie. C'était une facture du mois de... Je sais plus. Mon journal du mois de... Je crois que c'est le mois de novembre.
Les achats, c'est au mois de novembre 2020. Tiens, bah, de toute façon, c'est ce que je voulais vous faire voir. Là, notre facture qu'on a vérifié tout à l'heure de chez Bio, elle est, elle est passée en mode de règlement ATT litige, ce qui veut dire que là, on voit dans le journal des achats qu'il y a un problème sur cette facture actuellement, donc elle n'est pas bonne à remettre en paiement. Quand elle a été validée, quand elle est en attente de validation d'un ou plusieurs valideurs, hein, bien sûr, elle reste en ATT BAP. Et du coup, une fois que le bon à payer a été donné, alors elle retrouvera son réel mode de règlement qui va permettre de traiter la facture et de pouvoir la payer réellement. Donc en fait, c'est là-dessus que joue ACS pour ce fameux circuit de validation jusqu'au bon à payer. C'est la possibilité du coup de voir à quel stade la facture se trouve dans ACS. Vous avez des questions? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Non, pas de questions pour l'instant? Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, quand on passe par Sage ACS, c'est que du fait d'avoir cette liaison en permanente entre Sage ACS et votre comptabilité Sage, vous pouvez directement de Sage visualiser les documents rattachés. Peut-être que je vais me mettre sur hop, deux fois. Donc, directement de votre Sage comptabilité, vous allez pouvoir arriver sur le document rattaché avec ce qu'on voyait tout à l'heure, le récapitulatif, la traçabilité, ce qui s'est passé dessus, les commentaires s'il y en a eu, par exemple, si vous voulez procéder. Du coup, on voit directement de Sage, on peut avoir accès au document, le télécharger, et si jamais il y a des pièces jointes, voir télécharger les pièces jointes qui sont liées à ce document. Alors Marilyn, vous me posiez une question, le profil ATT-BAP bloque systématiquement le paiement peut quand même être forcé. Alors dans le processus ACS, évidemment, quand on met en place un circuit de validation, on va jusqu'au bout. Mais évidemment, dans votre journal d'achat, vous pouvez directement repasser votre facture avec son réel mode de paiement, enfin mode de règlement, et du coup pouvoir la traiter. Mais en fait, effectivement, quand on s'équipe d'un logiciel comme ACS, c'est pour faire la quasi-totalité sur ACS, parce qu'il y a normalement, sur les facteurs entrantes d'achat, il n'y a normalement aucune intervention à faire du côté Sage. C'est le plus de ce produit. Donc, oui, on pourrait forcer. Mais en fait, plutôt que de forcer, effectivement, on suit le circuit de validation. Et puisqu'on a notre banette de validation, il suffit de faire OK, et puis ça marche. Alors pour moyen de paiement, effectivement, en fait, ça bloque pour moyen de paiement. Tant que c'est pas tant que c'est pas revenu en BAP, le moyen de paiement est bloqué. D'ailleurs, c'était pas vrai. C'est un produit Sage ACS qui a un second très bon côté, je trouve. C'est que c'est un produit qui est assez récent, hein, vraiment, et qui, selon les remontées que font les utilisateurs, a des correctifs assez réguliers. Et là, notamment, avant, c'était pas bloquant. Il fallait surveiller comment ça. Maintenant, c'est bloquant pour moyen de paiement. Ils ont rajouté des champs spécifiques à moyen de paiement qui permettent de bloquer complètement. Ça apparaît nulle part, ça reste dans le journal d'achat. Donc nous parlions tout à l'heure des utilisateurs. Retourner mon profil d'administrateur. Donc sur les utilisateurs, on peut lui indiquer. Alors
Le compte utilisateur, c'est toujours l'adresse mail, puisqu'il faut avoir un compte Azure, hein, bien sûr, puisque là, on est sur un compte Azure. Les droits d'accès sur quelle société et quel droit d'accès. Est-ce qu'on a le droit administrateur, comptabilité, juste consultation ou valideur de plusieurs niveaux. Et effectivement, est-ce qu'on doit recevoir une notification journalière par mail en disant tiens, vous avez tant de documents à traiter, ou alors notifier l'utilisateur à chaque fois qu'il y a une facture entrante, que ce soit en tant que comptable dans la bannière de comptabilité, ou alors que ce soit en tant que valideur. Que le valideur reçoit un mail, attention, vous avez des factures à valider. Donc ça, on peut le faire, hein. C'était une question que vous aviez tout à l'heure, on peut le faire. Et que du coup, le valideur, lui, il peut le valider directement d'une application sur téléphone portable. Ça marche surtout sur iOS, sur Android. Et dans l'administration, on parlait tout à l'heure des catégories de documents. On va reprendre le nôtre, là, le circuit du bon à payer. Et on va pouvoir dire qu'effectivement, il y a des étapes de validation. En validation 1, le valideur Vincent, il peut valider de 0 à 999 1999, c'est-à-dire toutes les factures, puisque là c'est un circuit de validation simple pour la démo, toutes les factures qui sont arrivées à son stade de validation, il va pouvoir créer le bon à payer et pouvoir saisir de l'analytique, lui dans son cas, si jamais il y avait besoin. C'est comme ça que se créent les circuits de validation. Donc, on définit un utilisateur, un droit. Ce droit, c'est notamment pour notre comptable, c'est la comptabilité, la saisie analytique, du droit de corriger un litige, par exemple. Et si on retourne, est-ce que j'ai une facture? Hop, je vais voir la partie analytique. Voilà. Par exemple, ici, on voit que sur ce type de saisie, il y a de saisie de génération de l'implication comptable, on a la gestion analytique qui est disponible. Alors, soit au travers d'une grille analytique. Alors, je vous rappelle que tout ce que vous avez déjà, vous, sur votre Sage Compta 100, sera récupéré par ACS et vous sera donc proposé directement. Donc, vous n'avez pas à tout réinventer. Et puis, ici, bon, c'est fait, mais sinon, on a le choix des sections, évidemment, qui sont liées à votre information du plan. On peut renseigner soit des montants, soit des pourcentages et lui demander l'équilibre. Donc, on est vraiment comme sur Sage. Vous avez des questions à ce niveau? Non? Ok. Du coup, toujours pour vous donner une idée du produit sa façon de se configurer pour vous, il y a beaucoup de choses qui sont reprises, hein, tous vos comptes, les devises, ça, etc. Ça, c'est des choses qui sont on peut voir vos journaux, vos modèles de saisie, par exemple, pour l'analytique, ce qu'on disait, les grilles de saisie, les niveaux analytiques, votre plan analytique, est évidemment repris directement par Sage. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes à préparer lors de la première analyse quand on se procure ce produit. C'est effectivement de se dire, tiens, il y a plein de choses que propose ACS par défaut, en fait. Alors, en gros, par exemple, activer la vérification de l'IBAN qui se trouverait sur la facture et de faire une petite alerte en disant attention, l'IBAN est soit pas présent, soit pas le bon. Du coup, c'est des options qui permettent de configurer au plus près à vos habitudes le Sage ACS. La détection des doublons, par exemple, parce qu'effectivement, Sage ACS va faire attention aux doublons. On va pouvoir lui demander de faire une détection qui me paraît plutôt logique, mais en fonction c'est le même fournisseur, le même numéro de facture. A priori, il y a un problème. Et on peut rajouter aussi, c'est le même fournisseur, le même numéro de facture et la même date de facture. Et là, ça devient doublon qu'à ce niveau-là.
on peut reprendre ce que j'ai fait moi dans ma démo, on reprend le mode de règlement du fournisseur du tiers s'il existe. On peut calculer automatiquement la date d'échéance à partir de, la date de la facture par rapport à ce mode de règlement. C'est pour vous faire voir qu'on peut le calculer à la main que je vous dis non. Voilà, il peut faire des alertes à X, si la facture proposée à X mois. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit à l'analyse pour savoir ce dont vous avez besoin, vous, dans vos habitudes de travail. Ici, par exemple, on voit une petite alerte, là, vous voyez, ça fait partie des constantes. On peut lui dire, hop, le nombre de jours avant de mettre les documents en alerte pour les documents pas traités en comptabilité, où les lignes n'ont pas été générées, le nombre de jours de validation des documents, on le met en alerte pour les documents non traités. Je l'ai mis à 90 jours parce que je voulais juste que ça apparaisse, mais effectivement, j'ai des factures bien plus vieilles que ça encore. Du coup, en fait, Sage ACS, pour aller jusqu'au bout de cette petite démonstration, c'est vraiment cette qualité, c'est que c'est un produit simple et efficace. On peut aller assez loin dans l'administration du produit, puisque là on n'en a pas parlé, mais par exemple, effectivement, sur les libellés des écritures, on peut déjà configurer ça. On peut créer les modèles de documents directement sur le C6 directement sur ACS avec des calculs un peu spécifiques qu'on peut rajouter dedans. C'est presque plus détaillé que sur l'interface Sage License, pour vous dire. Mais sorti du fait qu'on puisse aller assez loin sur ce produit, il est simple d'utilisation, il est simple à mettre en œuvre aussi. C'est le très bon côté de ce produit. Le fait d'avoir une synchronisation permanente avec Sage permet d'avoir une interaction invisible entre votre travail habituel et puis l'interface en elle-même. L'interface en elle-même, on s'y retrouve assez vite puisqu'on retrouve tout ce qu'on a nous défini dans Sage avant. Donc bah voilà, si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur quelque chose de particulier sur ce que je vous ai fait voir. Ah, j'ai des questions. Alors, pourquoi ne pas avoir intégré le module directement dans Sage? Enfin, on garde le fond, car Sage ne fait pas de vérif sur les deux bons nomenclatures pour le serveur déjà CD. Alors oui, en fait, sur le pourquoi ne pas avoir intégré ce module directement dans Sage, parce que c'est un autre métier. C'est un autre métier qu'une comptabilité en tant que logiciel. Là, c'est de la dématérialisation. D'habitude, les logiciels de dématérialisation, ça va être capable de, justement, de ce qu'on parlait, la reconnaissance des caractères, de pouvoir utiliser ces données récupérées par l'OCR pour, pour pouvoir les utiliser que ce soit en compta ou en client, que ça. Eux, là, ce qu'ils ont fait, c'est d'essayer de faire au plus facile l'intégration de factures d'achat fournisseurs. Donc, ça passe évidemment par, ne serait-ce que le moteur d'OCR, etc., qui gère ça, pourrait difficilement être intégré sur un logiciel comme Sage 100, puisque c'est quand même un job, ça passe par des bases de données quand même assez fortes, puis il y a une intelligence artificielle derrière, etc. C'est pour ça que c'est des produits toujours à part. Du coup, vous me posiez une question, Marine. Enfin, un garde-fou, car Sage Compta ne fait pas de vérif sur les nouveaux numéros de facture des fournisseurs déjà saisis. Oui, du coup, ça c'est effectivement, c'est un vrai plus parce que moi, c'est très souvent une question que l'on me pose, moi, sur les démonstrations, si on n'en a pas parlé avant, c'est qu'on dit, on voit les doublons, oui, effectivement, on peut être prévenu sur les doublons sur deux niveaux, mais qui sont parfaitement, enfin, c'est deux niveaux parfaits, quoi. On est prévenu, après, effectivement, on peut intégrer un doublon et intervenir dessus, hein. Par contre, c'est marqué, attention, c'est un doublon. Alors, vous me demandez, Marine, s'il n'y a aucun paramétrage spécifique à faire lors de la mise en place d'ACS. En fait, il y a un paramétrage minimum à faire, évidemment, puisqu'il va falloir créer des utilisateurs. Alors déjà, il y a l'installation d'une console. Cette console, il faut la paramétrer, parce qu'elle va discuter quand même avec des serveurs sécurisés sur Azure.
Du coup, il y a le paramétrage de cette console qui est à faire. En paramétrage sur ACS, il faut créer les utilisateurs, il faut leur donner des droits. Si c'est du multi-société, bah, il va falloir donner des droits à des utilisateurs sur des sociétés. Donc si effectivement il y a une période analyse et, pour la mise en place, il y a des choses sur lesquelles on doit intervenir. Mais il y a 80% des informations qu'il faut normalement intégrer qui sont déjà synchronisées de Sedge. Donc effectivement, s'il fallait refaire tous les modèles de saisie, etc., ça serait beaucoup plus long que là, et c'est de la récupération pure et dure de ce qui était dans Sedge. Donc il y a des choses à paramétrer, mais c'est pas très compliqué. Alors peut-on modifier une écriture si une erreur d'imputation, même si validée? Ça, Catherine, c'est effectivement des droits qu'on peut donner à un utilisateur à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau comptabilité, que ce soit au niveau du valideur. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir sur la facture après validation? C'est possible, on peut donner ce droit-là. C'est pas un droit que j'ai donné par exemple sur ma démonstration, je ne pourrais pas vous faire une démo de ça, mais effectivement on peut le faire. Marilyn, dites exemple, la première facture EDF que l'on intégrer avec Sage ACS sera comptabilisée. La première facture EDF que vous allez intégrer, oui, comme je vous disais, les premières factures qu'on intègre, il risque d'y avoir de toute façon toujours quelques informations à lui dire en géolocalisation. Sur une facture EDF, a priori, il doit trouver quand même pas mal de choses parce que, par exemple, sur un fournisseur où c'est qu'un logo image pour le nom du fournisseur, ça, le CR, il va difficilement, il peut le faire pour un certain pourcentage, mais il va difficilement pouvoir le changer en caractère. Il va essayer de faire une reconnaissance, mais on n'est jamais à du 100% de reconnaissance, hein. C'est pas magique, hein. C'est technique. Mais par contre, effectivement, pour une facture EDF, on va retrouver 90% au moins des informations. S'il y a 10% pour une première fois à saisir dedans, la fois d'après, il reconnaîtra que c'est de l'EDF et qu'effectivement, on peut l'intégrer avec les mêmes informations que la dernière fois, en tout cas la même géolocalisation. Fabrice, vous me demandez, le fait que ce soit en ligne, cela ne manque pas le risque de piratage, de vol de données, une porte d'entrée vers Sedge pour les hackers? Alors pour le coup, non. Non, pour le coup, en fait, ce qui se passe, c'est que cette passerelle de synchronisation, elle fonctionne avec, je vous dis, hein, les serveurs Azure de chez Microsoft sont des serveurs très spécifiques, avec en fait, la liaison qui se fait entre la console et le serveur est extrêmement cryptée. La clé de cryptage d'ACS doit faire 232 caractères, un truc comme ça. Donc, non, c'est crypté de bout en bout. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir récupérer des informations utilisables. Et ceci dit, en tout cas, de toute façon, vos données restent chez vous, hein. C'est qu'il y a une synchronisation avec une base de données SQL sur les serveurs Azure, qui est, elle, de son côté cryptée. En fait, chaque échange, ça décrypte une fois arrivé sur l'écran d'utilisation. Entre les deux, les échanges sont cryptés. Alors Marilyn vous pose une question des notes de frais comme pour les salariés. En fait, vous pouvez, oui, bien sûr, vous pouvez faire un modèle qui est spécifique aux frais généraux, un modèle qui est spécifique pour les, les notes de frais, etc. Par contre, il n'y a pas de gestion de notes de frais là-dessus. On sait vraiment, comme je vous l'ai fait voir, de la facture entrante. Ça peut être, comme je vous dis, des frais généraux, ça peut être de la facture fournisseur, mais ça reste de la facture d'achat dans tous les cas. Mis à part qu'on peut faire effectivement un chemin de validation, par exemple, spécifique, selon les documents que vous intégrez. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, il me reste un petit peu de temps. Valérie, là par contre, je vous invite à poser la question à à votre ingénieur commercial, votre chargé d'affaires, parce que en fait, alors du coup, le coût, il y a un coût d'abonnement.
c'est au nombre de documents mensuels projetés sur l'année. Du coup, c'est plusieurs paliers d'abonnement. Cet abonnement comprend tout le reste. C'est-à-dire que si c'est du multi-société, il n'y a pas d'abonnement en plus. Si vous avez 5 utilisateurs, vous en avez 10, il n'y a pas d'abonnement en plus. Ce sera effectivement l'intervention faite par Apogea qui sera plus ou moins longue selon le nombre justement de circuits de validation à faire, des choses comme ça. Mais sinon, l'abonnement, lui, c'est comment on prend tout en charge. Le produit, et ce qui va avec, c'est-à-dire si c'est multi-société, c'est multi-société, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup d'utilisateurs, tout ça c'est compris dedans. C'est que sur la volumétrie. Alors pour Fabrice, alors c'est pas un programme de dématérialisation. En fait, c'est comment ACS permet de pouvoir intégrer de manière digitale des documents, qu'ils soient papier, donc scannés, ou alors directement en PDF reçus par mail, et de pouvoir les traiter dans une interface qui est très proche de celle de Sedge, qui permet de ne pas avoir à faire de saisie. En fait, sur les premières factures entrantes, on va devoir peut-être indiquer certaines choses sur le document. Comme c'est la même souche la prochaine fois, il va les reconnaître automatiquement, et du coup, plus de saisie. Plus de saisie jusqu'à la génération des lignes. On clique sur générer les lignes, et vous avez vos lignes qui sont créées et envoyées à Sedge.